Meute de la faim, une grande action de consternation qui a débuté à Douala et s'est propagée dans les autres villes du pays avant de se généraliser. Cette manifestation, se souvient-on, a entraîné la mort de plusieurs Camerounais et la destruction de plusieurs biens. Je n'ai jamais compris pourquoi les forces de l'ordre qui avaient pris position se sont acharnés de cette façon-là sur les populations. Le 25 février, la grève des transporteurs finit de mettre le feu aux poudres. Après Douala et Yaoundé, 36 autres villes s'embrassent. Les Camerounais découvrent leur ville comme ils ne l'ont pas vue depuis les villes mortes de 1990, au plus fort de la lutte pour le multipartisme. Des roues de voitures sont incendiées et jetées sur la chaussée, des boutiques et entreprises sont pillées, des personnes tuées, d'autres arrêtées et jetées en prison sans procès. Il faut dire que les Camerounais en profitent pour crier leur ras-le-bol contre tout. Contre la vie chère, certes, mais aussi contre ce président qui tente de torpiller la Constitution pour se représenter en 2011. Les défilés s'improvisent dans les rues et les manifestants chantent, je cite, « Changement, le pays va mal ». Fin de citation. Le politologue Oonangini essaie d'expliquer les raisons de ce qui est, à n'en point douter, un succès pour la rue au vu de l'ampleur des manifestations. Cette conjoncture a eu lieu parce qu'à ce moment précis, il y avait différents types de frustrations qui se sont exprimées. Il y avait des frustrations socio-économiques, il y avait également des frustrations politiques et particulièrement politico-institutionnelles. Surpris au départ, le pouvoir finit par réagir et de la plus forte des manières. Des chars de guerre sont présents partout. Les Camerounais découvrent alors l'armée d'élite dénommée le bataillon d'intervention rapide, rappelé en renfort. Ces hommes au visage masqué arpentent les rues. Ils sont présents partout dans les grandes villes pour dissuader la population. Ils tirent à balles réelles. Bilan, 40 morts pour le gouvernement et 139 pour l'Observatoire national de défense des droits de l'homme. Après 5 jours de manifestation et alors qu'aucun officiel n'ose réagir ouvertement, Paul Biya sort alors de sa réserve et annonce que les moyens légaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. Il fustige l'instrumentalisation et l'exploitation de la grève des transporteurs et lance son célèbre apprenti sorcier qui animera pendant longtemps les conversations dans le pays. Les gens pensent que 2008 était lié à la révision de la Constitution. Peut-être que la révision de la Constitution s'est accrochée à l'esprit 2008 qui était un esprit émotionnel. C'est ça qu'il s'agit. Et pourquoi est-ce que 2008 a été évoqué par un esprit révolutionnaire? Je vais à la genèse. Il se trouve que je dois me déplacer en 2007 pour aller à Genève. Je suis invité à Genève par des concitoyens, des panafricanistes qui pensent qu'il faut promouvoir un prix qu'ils ont mis en place, le prix minier de la liberté et de la résistance. J'ai été le premier lauréat de ce prix. Je suis donc invité à Genève le 3, qu'il me soit décerné le 3 novembre, date à laquelle Moumia a été tué. Bon, je me déplace donc, je vais à Genève. Malheureusement, je n'arrive pas à Genève à temps, comme prévu, parce que les gens qui gèrent l'aéroport de Douala estiment que moi étant dans l'avion, moi étant programmé pour partir, il fallait vérifier si c'était permis, s'ils avaient l'autorité de me laisser partir. L'avion a donc pris un retard de près de 3 heures. Moi je suis dans le bureau du commissaire de l'aéroport à l'époque. Et l'avion attend, on a déjà chargé, tout le monde est déjà dans l'avion. Moi je suis encore dans le bureau du commissaire et on attend. Bon, les coups de fil passent par-ci, passent par-là. On finit par me dire qu'on me conduit à l'avion. Alors je suis conduit à l'avion. Bon, ce retard fait que tous les programmes liés à ce vol sont totalement bafoués. Parce qu'il y a les correspondances qui sont par-ci, par-là et qui ne peuvent plus être respectées. Donc j'arrive tard de ce fait. Les combattants ont même l'impression que
vraiment, je suis perdu. Parce que je leur dis, quand je m'en vais entrer dans l'avion, que je suis en train d'entrer dans l'avion, et ils n'ont plus du tout la suite. Et au moment où ils m'attendent à l'avion qui devait m'amener à Genève, je ne suis pas dedans. Et on ne peut pas les informer. Bon, moi j'arrive donc à Genève et vraiment j'ai souffert, parce que j'ai mis à l'aéroport environ 2 jours, à chercher par-ci, à chercher par-là. Chance que j'avais le téléphone de certains, et lorsque j'appelle, certains sont en train de rentrer pour aller en Belgique. C'est un d'eux donc que je reçois au téléphone et qui appelle donc à Genève pour dire que le combattant est à l'aéroport. Oui. Bon, donc je m'en vais, donc je reçois ce prix, je rentre ici. Lorsque je rentre avec un plan d'action que j'avais commencé à courter avant de partir. Parce que j'étais embêté de voir qu'il y a un silence fou dans une situation dommageable de la vie de mes concitoyens. Je me suis donc dit que c'est pas bon qu'on reste les bras croisés. Bon, j'étais en contradiction avec un certain de mes concitoyens quand je partais, dans notre vision des choses. Bon, on ne s'est pas entendu et je leur demande de me laisser de doute que je rentre de Genève. Lorsque je rentre de Genève, je décide de contacter les journaux. Première chose, je vais à Equinox, où j'annonce la démarche que je vais engager à compter de janvier. C'est à cette communication, je dis aux masses populaires qui m'écoutaient, aux auditeurs de Equinox, que dès janvier 2008, la résistance va changer de phase au Cameroun. Bon, cette déclaration fait que les journalistes accourent ici beaucoup après, pour demander comment ça devait se passer. Je dis non, laissons 2008 commencer et on verra plus tard. Assis par les forces de maintien de l'ordre, le nationaliste a dû retourner à Douala à pied aux côtés de son fils Ngor Etouk Aïcha. Ce spectacle fait suite à un meeting manqué ce week-end à Douala, un meeting qui a d'ailleurs donné lieu à de vifs affrontements entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. Le retour sur les faits avec Joséphine Loma-Obsen. La ville de Douala était une nouvelle fois en ébullition ce samedi 16 février et c'est le quartier Bepanda qui a abrité cette fois-ci la scène. Comme d'habitude, le combattant Bouamasok surgit de nulle part, défiant du regard la ceinture de sécurité postée depuis plus de 10 heures de temps déjà à l'entrée de la brigade de gendarmerie, non loin du lycée, lieu prévu pour le déroulement du meeting annoncé par le père des villes mortes. Et dès son apparition, les gendarmes ouvrent des bombes de gaz lacrymogènes sur la population. Une population qui ne retient pas son élan face aux martyrs que les forces de l'ordre servent au fils de Bouamasok sauvagement bastonné alors qu'il tente de rattraper son père, conduit vers la brigade. C'est la débandade totale, tout y passe. L'échange est rude et périlleux. Les premières conséquences sont perceptibles. L'automobiliste est arrosé de gaz lacrymogène dans son véhicule, dont une portière s'en tire mal avec ce trou semblable à l'impact d'une balle réelle. La chasse est déclenchée. Le ratissage se poursuit à l'intérieur du quartier et n'épargne personne. Le gaz lacrymogène et l'eau sale sont pulvérisés à volonté sur les populations. L'on court dans tous les sens. La peur et la panique sont perceptibles. C'est la guerre, entend-on dire. La tension arrose l'atmosphère ici au quartier de Banda. Visiblement, le dispositif militaire mis en place ne distingue pas ses cibles. Il est difficile de dire avec exactitude où se trouve le combattant Bouamasok, mais d'après des informations qui nous parviennent, il aurait été déporté du lieu d'interpellation vers une destination inconnue. Fénélon Maobsen, Equinox Télévision. Un peu dérangé par ceux qui m'accompagnaient, ceux avec qui j'étais, mon fils et Massouk, Massouk Mamba et la fille Aïcha. Bon, il a plu à Elombi, qui est mon Dieu, le Dieu que moi je sers et que je honore, de nous envoyer 2 ou 3 motos. Bon, j'ai forcé, parce que tout le monde voulait continuer à marcher avec moi. J'ai forcé, j'ai insisté. Et en tant que leader, Aïcha et mon fils ont accepté de monter sur les motos pour qu'on les amène là-bas. Lorsqu'on les a amenés ici, ils ont donc téléphoné. Les combattants ont envoyé une voiture me chercher. Mon fils leur a dit
à partir d'ici que non, il ne va pas accepter. Ils ont insisté, la voiture, ils sont arrivés là-bas, ils m'ont trouvé à un niveau. Et je leur ai dit non. Moi, je vais marcher, je vais arriver à pied. Combattant, il faut vraiment, c'est trop risqué, c'est ceci. J'ai dit non. Sous mon insistance, ils sont rentrés avec la voiture. Et bon, moi j'étais ici, et quand je suis arrivé ici, à 17, je crois, ou à 19, j'ai encore rencontré une voiture de gendarmerie. Vous voyez, on veut encore m'arrêter. Bon, et comme il était seul, il ne m'a pas arrêté. Progressant, avant environ, nous devons être à 17 ou à 16 ou à 17. J'ai trouvé que la route est barrée. Nous devons être là maintenant à 8h du matin ou 9h. Hein? La route est barrée, notamment. Police, gendarmerie. Hein? Arme au point toujours. On me dit qu'ils ont l'ordre que je ne passe pas. Ou bien que je dois m'arrêter pour me mettre dans la voiture. Bien. J'étais un peu fatigué. Je suis entré sur une voiture. J'ai commencé à dormir. La voiture de la police, j'ai dormi. Et à un moment donné, il paraît que le commandant a demandé, celui qui dirigeait a demandé qu'on mette la voiture en marche et puis qu'on se débarrasse de moi sur la voiture. Et j'ai entendu un de ses, le chauffeur lui dit, bon, chef, il faut vous-même prendre le volant. Ils ont discuté là, qui est-ce qui va conduire la voiture pendant que moi je suis couché. Entre-temps, le sous-préfet de Douala 3e et de Douala 5e sont arrivés. Bien. Un de mes conseillers est arrivé aussi. Il m'a dit, bon combattant, il faut qu'on parte. Bon, je suis monté dans la voiture du sous-préfet de Douala 5e, je crois, ou de Douala 3e. Ils m'ont déposé ici à la maison. Bon. Et maintenant, lorsque je reviens donc à ce là nous sommes peut-être au 17, oui. Bon. Moi, je reste dans mon programme. Je ne suis plus lié au gouverneur. Je reste dans mon programme pour le gouverneur. Cette interdiction reste. Les journalistes, les journaux témoins même écrivent même que bon, que le gouverneur m'a roulé parce qu'il m'a donné la prière qu'il n'a pas respecté. Moi, je n'étais plus lié à son deal. Je continue donc à programmer des manifestations. Je garde des émeutes de 2008. Un triste souvenir. Un triste souvenir de la répression sauvage d'un régime qui ne comprend pas. D'un régime qui est aux antipodes des rêves de son peuple. J'ai vécu les événements ici, chez moi, j'étais là. J'ai même voulu sortir pour voir, mais un ami m'a dit, si tu sors, on va dire que c'est toi qui as organisé ça. Et je pense qu'il a bien fait. Parce que j'ai appris plus tard qu'on a arrêté la Pyro de Manga et Paul-Éric Kingé parce qu'ils sont sortis. Et donc si j'étais sorti, on allait dire c'est moi. Donc c'est un ami qui est magistrat qui m'a appelé, qui m'a dit non, tu ne bouges pas, tu restes chez toi. Bon, j'ai vécu ça comme ça, dans ma chair, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé les avocats. Il y avait à l'époque Feu Mbami Augustin et moi, qui nous sommes organisés. Les avocats, moi j'étais en Dokoti, et lui il était de l'autre côté avec les autres avocats à Bonanjo. Et donc nous avons plutôt assuré la défense des jeunes qu'on avait arrêtés. Et je puis vous dire qu'il n'y avait pas de justice non plus. Parce qu'à un moment donné, le juge a suspendu l'audience pour aller prendre des instructions. Un ami procureur qui était substitut procureur ici m'a dit « Momo, tout ce que vous bavardez là, ça ne sert à rien. C'est Yaoundé qu'on va les condamner. Et après, on va les gracier. » Et c'est ce qui s'est passé. Parce que quand le juge a suspendu l'audience, elle est partie, elle est revenue et tout ce que nous disions, c'était des condamnations. 1 an, 2 ans, 1 an, 6 mois, etc. J'ai pu sauver une seule personne qui a été acquittée, qui a été relaxée, parce que lui, il avait des blessures. Je ne sais pas, on lui avait versé de l'eau chaude ou quelque chose comme ça, sa peau se détachait, il avait des blessures partout. Il était tout rouge. Il n'y a que lui qui a été relaxé.
J'ai même un de mes fils qui était aussi dedans, qui a été condamné, Pierre. Donc, ils étaient dehors pour revendiquer la non-modification de la Constitution et pour crier leur ras-le-bol parce qu'ils avaient faim. Et je me souviens que, évidemment, il y a eu des pillages plutôt guidés, parce qu'on attendait que certains magasins étaient ciblés en fonction de leur accointance avec le régime. Ils étaient plus ciblés, parce que c'était des pontes du régime, d'après ce que j'ai constaté. Donc oui, je garde un souvenir triste de la répression, parce que il y a eu des morts, beaucoup de morts, et beaucoup de personnes qui ont été appréhendées et mises en prison pour rien. Je garde également le souvenir d'une prison pleine à craquer. Comme je vous ai dit, un de mes fils était là, et quand vous alliez en prison, ils n'avaient pas de l'espace pour rester. Ils dormaient dans la cour, à même le sol, sous le soleil, sous la pluie. Quand il pleuvait, ils devaient se mettre un peu à l'abri. Je veux dire, la justice a été détournée. Bon, notre justice, elle est le bras armé de l'exécutif. Voilà, c'était même la preuve que notre justice n'est pas indépendante. Parce que faire sursoir à une audience un juge du siège, après que le procureur lui ait chuchoté à l'oreille, et elle suspend l'audience en disant « Nous sommes en réunion, on revient ». Ils sont partis à la réunion, on leur a transmis les ordres de la hiérarchie, les ordres de Yaoundé. Et ils sont revenus et il fallait condamner tout le monde. Mais franchement, vous avez beau faire une défense technique, vous n'arrivez pas à sauver, parce que la décision c'est on condamne d'abord et la récupération c'est que le président de manière magnanime les libérera plus tard pour montrer que oui, il a compris. Et donc ça c'est des décisions de Yaoundé. Mais bien entendu, puisque après le président leur a donné raison, les prix avaient flambé, les prix de toutes les matières avaient flambé, les gens n'arrivaient plus à se nourrir, la ménagère ne se nourrissait pas. Eux, à Yaoundé, ils se nourrissent, puisque de toutes les façons, sont des consommateurs. Sont des consommateurs de nos impôts. Et ils consomment goulûment. Tout ce que nous produisons, c'est eux qui bouffent. Et le peuple souffre. Le peuple peine. Le peuple est rendu en esclavage. Et un jour, ce peuple a s'est révolté, et a dit, mais non, trop c'est trop. Voilà les discours qu'on entendait. Trop c'est trop. On entendait les jeunes gens qui disaient, non, il n'y a plus de négociation. Il faut qu'ils quittent le pouvoir. On en a marre, on en a marre. Voilà les mots que les gens disaient. Donc la situation était telle que les enfants, les jeunes, les consommateurs, les producteurs camerounais, les gens qui travaillent ne pouvaient plus s'en sortir. Les gens qui consomment, qui ne savent pas comment on travaille, parce qu'ils sont des administrateurs, parce qu'ils sont là pour signer les papiers, parce qu'ils sont là pour diriger, c'est-à-dire parler, et ils ne foutent rien, ils ne peuvent pas planter un épi de maïs, ils ne savent pas comment l'économie grossit, ils savent qu'on peut payer les impôts et puis ça leur met à l'aise. Donc la situation n'a pas changé. La situation avait changé à ce niveau puisque le président avait ordonné quand même que les prix des denrées alimentaires baissent. Cela faisait quelques jours que le gouvernement négociait avec les syndicats de transporteurs qui menaçaient de faire grève pour protester contre la hausse des prix du carburant. La date de la grève était fixée au lundi 25 février 2008. Mais voilà, 2 jours avant, un meeting suivi d'une marche du Social Democratic Front, le principal parti d'opposition contre la tentative de modification de la Constitution, est interdite. Et pourtant, il y aura accrochage entre les militants qui ont fait le déplacement et les forces de police qui tirent à balles réelles. Bilan, 2 morts. Des tristes souvenirs. Puisque à l'époque, ce que nous on a vécu pendant ces périodes était tellement scandaleux. Une jeunesse qui se lève pour revendiquer ce qui est de droit. Et nous tous nous avons vécu ce qui s'est passé. La réplique de notre gouvernement, sans pas chercher les véritables solutions. Puisque moi je pensais que dans des situations comme ça, quand nous voyons dans notre pays, c'est que quand les jeunes se lèvent pour
certains syndicats se lèvent pour réclamer certaines choses, on s'asseye sur les tables, on essaye de voir des voies pour remédier. Mais on s'en rend compte que cette histoire est passée. Ça n'a fait ni chaud à personne. Personne ne s'est senti concerné, comme si c'était une histoire qui venait de quelque part où on ne sait pas. J'ai un très mauvais souvenir des émeutes de 2008. Parce qu'en 2008, j'étais un débrouillard. J'avais que, dans pas mes économies, j'ai ouvert une petite structure de la place, je faisais les tissus. Et quand l'obstacle est arrivé, les frères compatriotes ont cassé mon magasin, ils sont accaparés de tout. Et quand on essayait de soulever la tête pour avoir une suite par rapport, pour revendiquer, et puis c'est notre pays, nous tous. J'ai même perdu mon petit frère, juste quand il sortait pour les réclamations, et le coût de vie était tellement haut. C'est où on a tiré une balle perdue qu'il a pris. Et compte tenu des circonstances, on devait avoir une suite pour les événements, pour les constats. Jusqu'ici, on n'a pas de suite. Franchement, je suis un peu très déçu par rapport à tout ce qui arrive dans notre pays. Compte tenu des jours à venir, je me rends compte que vraiment, il n'y a pas de suite. Parce que franchement, notre pays est en train de s'enfoncer davantage. Il n'y a vraiment pas de suite. À être dû et de tout cela, là, nous sommes en 2017 aujourd'hui. Les choses ne font que grimper. Les taxes sont en train d'augmenter, tout ça. On n'arrive pas à s'en sortir. Les denrées alimentaires, autant de trucs. Franchement, on demande vraiment au gouvernement camerounais de vraiment écouter le bas peuple. Nous, on souffre, franchement. On souffre. Ah oui, ça a sa place. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que les choses vont vraiment bien, qu'on pourra aussi s'asseoir dans notre pays et jouir de notre pays. Si ce n'est pas le cas, franchement, il y a de quoi. Regardez un peu nos frères migrants qui vont partout, ils meurent dans les frontières. C'est parce que ça ne va pas au pays. Franchement, ça ne va pas au pays. Qu'on essaye vraiment de voir dans quelle mesure on peut vraiment s'asseoir pour essayer de gérer. C'est notre pays à nous tous. Oui, je demande vraiment au gouvernement de vraiment remédier à ça, de frapper la main sur la table. Parce que franchement, dans notre pays, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas. Qu'ils essayent de voir comment est-ce qu'on peut se décider à maintenir que les choses aillent vraiment de mieux dans notre pays. Franchement, c'est tout ce que je réclame au gouvernement. Qu'on essaye de voir vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation. La jeunesse souffre. Nous souffrons vraiment. Nous souffrons. Le malheur des pays africains qui ont eu la malchance d'avoir pour guide intitulé à un moment donné la France, leur malheur, c'est de penser que cette même France ou ses accompagnateurs occidentaux viendront les aider à s'en sortir. Le monde est compétitif. Si le monde est compétitif, je ne peux pas être en train de compétir dans une compétition et que toi que je dois aider à aller dans la même compétition, tu compétis avec moi, je te donne les moyens pour compétir avec moi. Je ne te les donnerai pas. C'est la vérité, non? Bon, comment est-ce qu'on peut faire comme si on voulait taire cette vérité que l'Occident n'aidera pas l'Afrique à s'en sortir? Parce que l'Occident se sert de l'Afrique. L'Occident se sert de l'Afrique. Donc, dire ajustement structurel, ceci, cela, c'est parce que nos peuples, je prends le cas du mien, le peuple camerounais, ne s'est jamais assis pour mettre en place une plateforme de vie commune. Pour dire que les gens qui se sont retrouvés à l'endroit qu'on appelle Cameroun aujourd'hui, comment sont-ils venus? On ne sait pas, on dit que les Bassa sont venus ici les premiers vers les années 9000 avant Jésus, après Jésus, ce qui n'est pas vrai. Nous avons toujours été là. J'ai les preuves aujourd'hui. Je ne veux pas enregistrer cette démarche là parce qu'ils vont encore chercher à détruire. Mais j'ai des preuves que les Bassa sont ici avant, de loin avant 900 et 1000 après Jésus. Bon, c'est ceux qui retournaient. Ceux qui étaient partis, les enfants des enfants de ceux qui étaient partis qui retournaient ici, ils savaient bien la route. Bon, donc, tant que nous ne nous serons pas assis, les Oum avaient parlé à l'époque de la table ronde. Nous avons parlé en 90-91 de la conférence nationale souveraine. Bon, les conférences nationales souveraines ont été... Les gars ont tout fait pour que ça ne donne pas. Quelle est la conférence que nous développions aussi? Moi, dans ma tête, la conférence qui sortait, c'est laquelle je continue à la promouvoir. C'est que le débat citoyen doit partir de la base au sommet, pas l'inverse. Tous les sages disent que lorsque vous trouvez un problème quelque part dans un pays, allez chercher son origine au sommet. Mais si vous voulez chercher des solutions, il faut aller à la base. Et c'est vrai, je partage ça. Bon, donc, il faudra qu'un jour, et ce jour va arriver, les Camerounais, toutes les masses qui se sentent concernés par l'espace qu'on appelle Cameroun aujourd'hui, fassent un débat
un débat qui part de la base au sommet, comment est-ce qu'on peut l'organiser? On peut l'organiser de manière qu'on dise que la conférence nationale souveraine commence tel jour. Hein? Et que voici les réponses auxquelles nous voulons que le peuple camerounais réponde. Je jette bêtement, de mon point de vue, quelle est cette question-là. On peut demander au peuple camerounais. Bon, là, à l'espace où vous occupez, que vous occupez aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez être? Et comment voulez-vous faire pour devenir ce que vous voulez être? Par exemple, bêtement comme ça, c'est une question. Bon, on dit que les Camerounais doivent répondre à ça. On ne demande pas que les gens qui étaient à la Sorbonne, ou à Saint-Cyr, ou à ceci, qu'est-ce que c'est que Patayon de non. On demande ça au peuple camerounais. Je peux vous assurer, mon fils, pour nous qui faisons cette expérience-là, on va vers les vieux. Vous trouvez un vieux, ça par exemple, qui t'explique comment ce pays peut marcher. Si tu prends le magnétophone pour prendre ce qu'il dit, hein, on enseigne à l'université, que les enfants seront des très grands intellectuels. Malheureusement, personne ne va vers eux, même pour leur demander ce qu'il faut faire. Et c'est ce que moi je suggère donc, que le moment venu, parce que ce moment va venir, qu'on pose cette question et qu'on aille donc, on demande que la conférence va commencer au niveau des chefs de village. Chaque chef de village réunit ses populations, ou chaque chef de quartier réunit ses populations. On les pose la question là, ils débattent. Après le débat, on conclut le débat en tirant des résolutions qui répondent à cette question-là. Une fois ces résolutions sont tirées, les villages ont déjà fini de faire leur travail au niveau du village. On signale ça au sous-préfet. Le sous-préfet convoque cette conférence au niveau de la sous-préfecture. Les villages désignent deux responsables, par exemple, par village, pour aller défendre ce qu'ils ont dit à la sous-préfecture. Quand tous les villages, les représentants des villages viennent à la sous-préfecture, le sous-préfet ne dirige pas ça. Hein? Les gens qui viennent déterminent un présidium et ils débattent. Ils débattent sur les propositions de tous les villages répondant à cette question-là. Quand ça finit à ce niveau-là, le préfet convoque la conférence. Les représentants des sous-préfectures qui viennent avec des données, des résolutions prises par les populations de cette sous-préfecture-là, ils viennent à la sous-préfecture, deux représentants par sous-préfecture, ou 3 ou 4. Ils débattent, et ainsi de suite, jusqu'à la province. À la province, ou bien en ce moment ils ont appelé, comme ils ont appelé, c'est eux qui savent pourquoi. Hein, parce que normalement, si ce sont les régions, les gouverneurs devaient être élus, hein, n'est-ce pas? C'est ça, donc on est encore au niveau des provinces. La province qui a déjà les documents des préfectures, les représentants des préfectures débattent, préfecture par préfecture, jusqu'à sortir un document qui concerne la réponse de la région. Et avec ça, on a 10 documents de référence. On envoie 10 personnes par région. Nous avons 100 personnes à Yaoundé, ou bien à Douala, ou bien à Edea, pour débattre dans chaque document quelles sont les propositions des citoyens. Puisque là-dedans, on n'a pas invité que les intellectuels, mais eux aussi sont concernés par les villages ou par les quartiers. C'est là-bas qu'ils vont. Ils donnent aussi les documents, leurs pensées là-bas. Maintenant, lorsqu'on a déjà regroupé tout ceci, et qu'au niveau du pays entier, on a 10 documents, et on finit par en faire un document de référence à partir des données prises par les gens qui ont été désignés. Maintenant, lorsqu'on a déjà ce document-là, on convoque donc une conférence scientifique. On confie à ceux qui étaient à l'école ces documents-là, hein, la pensée vrac du peuple, pour qu'ils finissent par, si vous voulez, traduire cela en un document de référence qui permet de gouverner au destin du pays. Quelle est la solution? Qu'est-ce que ça résout comme problème? Premier problème, tout le monde a participé à la rédaction. Ça lie davantage des gens aux résolutions. Deuxième problème que ça résout, pas de moindre, c'est que personne ne se vante plus. Tu vois, ça tait les égoïstes, l'envie de dire que c'est nous qui avons. Les gens créent un parti politique. 10 personnes, 5 personnes, ça sert pour rédiger un document qu'ils appellent programme. Ils se prennent pour qui? Ils ne représentent rien. Leurs pensées sont même parfois frivoles. Tu regardes, lisez les documents des partis politiques. Ils sont maintenant peut-être 152 ou 300. Bon, vous croyez que pour penser Cameroun, il faut 300 documents de référence? C'est parce qu'il n'y a pas de véritable référence dedans. La seule référence véritable qui peut être considérée comme référence, en réalité, c'est le programme en 3 points que l'UPC a laissé, que les partis nationaux ont laissé. Qui consiste en quoi? Qui consiste en la réunification du Cameroun, n'est-ce pas? L'indépendance et l'élévation du niveau de vie. Et l'indépendance doit être accompagnée par la souveraineté.
Si nous sommes souverains, économiquement ou politiquement, à tous les points, il ne faut pas dire que je suis souverain ici. Non, où on est souverain, on n'est pas. Et justement, c'est quand on commence à distinguer quel type de souveraineté tu veux que nous sommes plus souverains. Il faut un pays libre et souverain. Bon. Le Cameroun, le président Aïdjo le savait très bien. Lorsqu'il a dit que le Cameroun est libre et indépendant, il n'a pas parlé de la souveraineté parce qu'il savait très bien que la souveraineté est une requête que nous devons mener aujourd'hui. Si nous sommes souverains, seulement et seulement que si nous sommes souverains, que nous pouvons consulter notre peuple. Si nous ne sommes pas souverains, on va rester dans les schémas. Dans les schémas tels que les Occidentaux le font, où 15 personnes font un programme et on dit que ce programme-là, ils prennent l'argent, ils commencent à soudoyer les gens qui les votent et qui les votent sur la base de ce programme qui ne sera jamais réalisé parce qu'il n'existe pas. Il faut que le peuple détermine lui-même son programme. Et sur la base de ce programme déterminé par le peuple, les gens qui seront choisis, la personne qui sera choisie en fonction de ses compétences, de son engagement à faire respecter le programme populaire. On peut donc le réviser tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Commence d'abord par dire que je n'aime pas quand on parle de problème anglophone. Il y a un problème camerounais, dans lequel la partie anglophone, si vous voulez, se sent impliquée en ce moment. Il y a un problème camerounais. La mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, la gouvernance tatillonne, la gestion tatillonne de l'État ne pouvait que conduire là. Bon, pourquoi est-ce que les gens se rappellent qu'on avait un État fédéral? Simplement parce que l'État tel qu'il est là ne donne plus l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a eu en route? Première chose, la tricherie. Pourquoi est-ce qu'on a révisé l'option fédérale de l'État alors qu'on n'est pas encore dans le problème de l'État unitaire africain? On a révisé ça au Cameroun tout simplement parce que la francophonie ou la franconisation de la vie a fait qu'on estime qu'il faut réduire les autres à un niveau, si vous voulez, réduit, si je peux me permettre, les réduire à un niveau réduit. Bon. Parce que lorsqu'il y a eu l'unification, de deux États, qu'on ne reste pas vous expliquer que non, il y avait un État qui était déjà indépendant et l'autre pas. Non, c'est pas vrai. L'État qui est libre, qui se détache par un référendum, de l'autre côté, est déjà libre, est déjà indépendant. Bon, maintenant, lorsqu'il est indépendant et qu'il décide donc de négocier son appartenance dans un même État que l'autre, c'est un deal. Et si ma mémoire est bien, il était anormal de chercher à sortir de ce deal-là, sauf si, comme on avait parlé du référendum de 72, sauf si dans ce référendum, on l'avait fait dans les deux côtés de l'État fédéral. C'est-à-dire, et qu'on dise que s'il y a, si vous voulez, majorité partout, alors on sort de l'État fédéral. Mais on ne peut pas réunir une population de 10 personnes avec une population de 100 personnes et estimer que les décisions qui sont prises engagent les autres. Donc, mes frères dans la zone anglophone sont fondés de dire qu'il y a eu tricherie. Deuxième tricherie, c'est 84. Là, c'est sur le président Biya qui continue avec l'État du président Aïdjo. C'est le même État, quand on dit que la gouvernance, c'est la même gouvernance. Lorsque le président Biya, en 84, décide, je vais le dire en rien, mais c'est vrai, le Cameroun actuel, la République camerounaise est illégale. Quelqu'un peut porter plainte et il gagne. La République camerounaise actuelle est illégale. Et elle est illégale depuis 84. Comment? Quand on décide de sortir de l'État unitaire en 84 pour entrer dans l'État fédéral à l'État unitaire, le président Biya ne consulte pas le peuple par référendum. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là où on peut voir ça. Il y a ce que les juristes, je ne suis pas juste, mais dans mon avis de me cultiver, je sais qu'il y a une notion chez les juristes qui s'appelle le parallélisme des formes. Si c'était un référendum qui a établi, il n'y a que un référendum qui peut encore enlever ce qui a établi. Or, nous voici en 84, par une simple loi à l'Assemblée nationale, le président a décidé de bafouer, de mettre hors d'état de nuire un État fédéral mis en place par un référendum, quand bien même ce référendum lui-même était truqué. Imagine un instant que les gens avec qui on avait des problèmes à Bakassi, le Nigeria par exemple, comme Kadekol, avaient évoqué cela. Que mais le Cameroun qui me porte plainte là, c'est quoi même? Il n'existait pas.
il démontrait. Les jurys auraient dit, mais ce Cameroun n'existait pas. Donc le Cameroun actuel, s'il veut rester Cameroun légal, il faut aller au référendum pour sortir de l'État unitaire. C'est vrai, hein? Ceux qui vont prendre ça à la légère n'ont qu'à prendre à la légère. Moi, je suis ce que je suis, et je dis ce que je pense. Donc, je crois que c'est le fait qu'on est sorti de l'État unitaire, d'un référendum aussi, et que les gens qui étaient dans l'État unitaire étaient dans l'État fédéral, dans une république, d'abord fédérale, ensuite unie, et que maintenant on rentre dans l'appellation du Cameroun, le Cameroun, la République du Cameroun, qu'on avait en 60. C'est la partie francophone. C'est l'appellation que la partie francophone avait en 60. Lorsque tu rentres dedans, tu veux que les autres qui sont venus du sous-terme Cameroun, partout, ils sont comme les gens délaissés. Ils sont dehors. Puisque toi, tu décides de t'appeler encore Jean, comme tu t'appelais en 60, au moment où nous avons dit, nous deux, que moi, je ne m'appelle plus Joseph, toi, tu t'appelles plus Jean, tu t'appelles maintenant Jacques. Nous deux, nous appelons Jacques. Maintenant, toi, tu rentres dans ton nom du moment où on se retrouvait ensemble. Tu veux que moi, je m'appelle comment encore? Mais pas, je reprends aussi mon nom. C'est normal, ça se comprend. Donc, je ne voudrais pas qu'on commence à dire que les comités ad hoc, les comités ceci. Il faut d'abord reconnaître et le regretter qu'il y a eu plusieurs fautes en route, qu'il y a eu plusieurs envies de manipulation et que, au sortir de l'année du Cameroun unifié en 84, c'est même là que les problèmes ont commencé à se multiplier au niveau des relations entre le Cameroun et l'autre côté. Parce que les gars se sont rendus compte que nous, vous les francophones, en ce temps-là, moi je me sens plus concerné. Vous les francophones, vous avez décidé de vous appeler francophone comme vous étiez avant, pas franco-anglophone comme nous avons tous décidé ensemble. Lorsque vous décidez de vous appeler francophone, je décide aussi, moi en tant qu'anglophone, de m'appeler anglophone. Donc ici maintenant, nous les patriotes, nous qui pensons que le Cameroun doit être un et indivisible, moi je suis ferme dessus. S'il faut faire la guerre, je suis prêt à prendre les armes. Même si il faut face à mes frères. Mais je sais seulement que mes frères anglophones ne veulent pas la division du pays. C'est la vérité. Pour certains d'entre eux qui sont les leaders que je rencontre, ils posent seulement le problème. Ils ont mis la barre haute pour que la décentralisation suive son chemin et qu'il soit effectif. Mais pas qu'on dise qu'ils veulent diviser le pays. Les anglophones, nos frères anglophones ne veulent pas diviser le pays. Bon. Ça avait un peu changé pendant ce temps quand on a baissé les prix, mais après, progressivement, les choses sont remontées. Mais nous allons là vers une situation beaucoup plus grave maintenant. Vous avez lu la nouvelle loi des finances qui a augmenté les prix des choses, du pétrole, le manger, tout ça. Tout va grimper. Et donc l'année 2017, de mon point de vue, risque d'être pire que l'année 2008. Parce qu'au départ de l'année 2008, c'est la fin. Ensuite, la prétention au changement de la Constitution, qui est passée par la force, n'est-ce pas, a exacerbé aussi les passions. Et donc, aujourd'hui encore, nous sommes dubitatifs, parce que dans la zone dite anglophone de notre pays, les gens ne sont pas contents et la réaction du gouvernement est une réaction sauvage, c'est-à-dire une réaction de force, une réaction irresponsable qui ne cherche pas à essayer de comprendre même les revendications. Il oppose une fin de non-recevoir, il ne veut pas examiner, et donc ça va exacerber. Ça va être un rapport de force qu'il oppose le rapport de force à un autre rapport de force, et on verra. Moi j'ai lu le discours des sécessionnistes dont les rangs commencent à grossir, y compris chez les francophones, qui commencent à soutenir les sécessionnistes. Alors que eux, en 1990, ils étaient chassés. Je me souviens à l'époque quand j'étais à Yaba Hotel à Bamenda, nous avions une réunion là-bas et que les sécessionnistes étaient venus. On les avait chassés, les anglophones les avaient chassés à cette époque-là. Je parle de l'époque de Simon Munzu et le Carlson Anyangwe. Aujourd'hui, c'est les Bo Ebert, ancien journaliste de la CRTV, qui dirige, d'ailleurs j'ai suivi son discours de fin d'année, adressé à son peuple pour appeler à la résistance pacifique. Et ils ont engagé ça hier. Un mot d'ordre qui a été suivi. Vous restez chez vous. Vous ne sortez pas. Ville morte.
Et on va voir s'ils vont venir vous tuer chez vous. Et évidemment, personne n'est sorti. On a vu les camions citernes qui se baladaient dans la ville, mais pour chercher qui, il n'y a personne, ils sont à la maison. Donc, il y a une leçon à tirer, c'est que notre pays avance grâce aux anglophones. En 1990, c'est encore les anglophones, avec John Fundy, qui a créé son parti, que nous sommes arrivés au multipartisme et qu'on a eu des villes mortes qui ont changé quelque peu la donne juridique, c'est-à-dire la Constitution de 1996. C'est encore les anglophones aujourd'hui qui disent, leur message est clair. Soit vous quittez le régime colonial de Yaoundé, se sépare de la France, soit nous nous séparons du régime colonial de Yaoundé. Le message est là, il est simple, il ne faut pas le compliquer. Le message sécessionniste, ce n'est pas que nous voulons la sécession. Le message sécessionniste dit, soit vous quittez le régime colonial qui est adossé à la France, soit vous nous laissez partir. On prend notre quote-part, n'est-ce pas, du Cameroun, puisque on a mis ensemble. On se sépare et nous partons de notre côté. À nous de choisir, au peuple de choisir. Ce n'est pas à Paul Biya de décider. Ce n'est pas, on ne décide pas ça par un décret. Ok? Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ce genre de discours qui dit que vous avez vendu le pays à la France qui nous suce, qui nous pompe et que nous n'avons rien. Vous êtes adossés à la France, nous étions adossés aux Anglais. Les Anglais nous ont déjà libérés. Le Nigeria peut être prospère, les colonies anglaises peuvent être prospères, mais à cause de vous, qui êtes rattachés à la France, nous souffrons. Nous ne pouvons pas profiter de notre pétrole de Limbé, nous ne pouvons pas profiter de notre gaz, nous ne pouvons pas profiter de nos richesses que nous avons dans le côté anglophone. Voilà le message. Pourquoi vous ne voulez pas dire un message clair comme cela au peuple? Pourquoi on veut tromper les gens en leur disant que ce sont des énergumènes qui veulent la séparation, qui veulent la sécession? Ils ne veulent pas la sécession. Ils veulent qu'on coupe le cordon ombilical avec la France. Et si on ne veut pas couper le cordon ombilical avec la France, qu'on les laisse, ils se séparent. Vous restez avec votre France, eux, ils restent seuls. C'est clair, non? Est-ce que ce n'est pas un message comestible, audible et compréhensible? Est-ce que ce n'est pas un message qui s'adresse à l'ensemble de la communauté nationale? Est-ce que c'est le message? Est-ce que Paul Biya peut répondre? Alors que lui, il est un acteur de la France-Afrique. Alors que lui, il est le représentant, le gouverneur de la France. Est-ce qu'il peut répondre? Ce n'est pas lui. C'est un gouverneur de la France, c'est la main de la France. C'est la France qui l'a parachuté ici. Depuis 1962, il est venu avec un dossier, dans un dossier, avec une lettre. On l'a immédiatement recruté à la présidence de la République. D'ailleurs, on dit même que Aïdjo l'a affecté comme préfet à Tchang. Il est le seul qu'on a nommé 2 fois le même jour. On l'a nommé à 13h préfet à Tchang. Et à 15h, on l'a nommé attaché à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que la France a dit que non, vous n'avez pas lu la lettre qu'on vous a envoyée là. La lettre, c'est pour que vous le gardez à côté de vous. Et il n'est plus jamais parti de la présidence. Jusqu'à ce qu'il remplace Aïdjo. C'est-à-dire qu'il est là depuis le début, un pion de la France. Comme Ouattara de l'autre côté est un pion de la France qui a été fabriqué depuis longtemps pour remplacer Houphouët-Boigny. Gbagbo n'a été qu'un obstacle sur le terrain. Parce que la personne qui avait été préparée, c'est Ouattara. Donc, est-ce que, oui ou non, ils ont raison de penser que nous sommes sous tutelle de la France et que nous allons continuer et que nous ne nous développerons jamais tant que la France sera là pour sucer, pour dicter les prix, pour exploiter notre pétrole, pour prendre notre bois, pour prendre l'uranium, pour prendre les richesses qui sont à nous, et c'est lui qui fixera les prix. Et nous, on sera là, contraints toujours d'accepter.